Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle webconférence UPV qui est consacrée, une fois n'est pas coutume, à l'actualité géopolitique. Donc, le 24 février dernier, Vladimir Poutine annonce lancer une opération militaire en Ukraine pour, dit-il, défendre les séparatistes de l'Est du pays. Une déclaration de guerre qui a surpris le grand public, mais peut-être pas les spécialistes. Alors, comment en sommes-nous arrivés à cette situation? Quelles sont les origines du conflit? Quelles sont les perspectives et les enjeux stratégiques? Donc, pour traiter tous ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir ce jour un intervenant exceptionnel, l'amiral Pascal Hausser. L'amiral Pascal Hausser a une carrière opérationnelle dans les forces de surface. Il a commandé 3 bâtiments, le Jaguar, l'Arminier et le Jean Bart. Il a participé à de nombreuses missions opérationnelles, notamment en Méditerranée. Il a aussi assumé des responsabilités dans le domaine politico-militaire et des relations internationales au sein de l'état-major des armées, des instances internationales comme l'ONU, l'Union européenne, l'OTAN et la Direction générale de l'armement. Après avoir servi à 2 reprises au sein du cabinet du ministre de la Défense en tant que chef de la cellule internationale Monde occidental et Asie, puis chef de cabinet, excusez-moi, euh, voilà, cabinet militaire, il a été nommé préfet maritime, commandant la zone et l'arrondissement maritime de la Manche et de la mer du Nord. Et depuis 2018, il est le directeur général de l'Institut FMES, Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, avec qui l'UPV a d'ailleurs une convention de partenariat. Je le remercie donc particulièrement d'avoir répondu favorablement à notre invitation et de bien vouloir décrypter pour nous et pour vous le contexte géopolitique et implicitement de nous aider à nous projeter sur l'avenir. Alors, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a déjà des conséquences directes sur les entreprises qui ont des activités dans les deux pays ou qui font affaire avec les différents marchés. D'ores et déjà, certains secteurs de l'économie varoise sont impactés à degrés divers. Le tourisme, le yachting, la plaisance, le bâtiment, l'agroalimentaire, la viticulture et bien d'autres. Mais de manière plus globale, toutes les entreprises sont aujourd'hui touchées. Ce conflit accentue les difficultés d'approvisionnement, engendrant même des pénuries. On assiste à une flambée des coûts de certaines matières premières et des énergies. Donc, pour conclure, je voulais vous rappeler que sur le site de l'UPV, vous avez une rubrique Ukraine dans laquelle vous pouvez trouver des dossiers thématiques tels que les différents dispositifs d'appui public aux entreprises dans ce domaine, un rappel concernant les mesures cyberpréventives et l'appel aux dons en partenariat avec la Banque alimentaire du Var. Petit rappel en termes d'organisation, vous pouvez poser tout au long du webinaire vos questions sur le chat. Donc, je remercie encore l'amiral d'être présent aujourd'hui, qui va nous décrypter tout ça, et je lui passe la parole. Bonne webconférence à tous. Bonjour à tous, merci de cette présentation. Je suis ravi, moi, de vous présenter un peu ma vision et mon explication de ce qui se passe en Ukraine, parce que je pense que le monde dans lequel on vit est un monde qui est en train de changer brutalement. Ce qu'on a connu depuis 30 ou 40 ans est en train de complètement devenir caduque et on arrive dans un nouveau monde qui en fait n'est pas si nouveau que ça, je vous l'expliquerai, mais qui va nous surprendre, nous. En tout cas moi, qui ai plus de 60 ans et qui ai vécu toute ma vie adulte quasiment dans un environnement mondial, stratégique, qui ne sera plus le même, qui est en train de changer et qui ne sera plus le même dans les années qui viennent. Et donc je pense qu'il est important que les citoyens, et notamment les citoyens en responsabilité, et les membres de l'UPV sont par définition des gens qui ont des responsabilités dans leur société, la société qui est la leur et la société française, aient conscience de ce qui se passe. Parce que dans une démocratie, c'est quand le peuple comprend qu'il peut réagir, et quand il réagit, eh ben, généralement, c'est comme ça que ça marche. C'est plutôt une approche par le bas, alors que dans une dictature, c'est peut-être plus simple, mais à mon avis, c'est quand même moins bien et c'est moins efficace à long terme. C'est par le haut. Il suffit qu'une personne soit convaincue et les choses suivent. Nous, c'est pas comme ça. Donc la prise en compte des enjeux par vous, par nous tous, par tous les gens autour de vous, c'est déterminant. Et donc, c'est pour ça que je suis ravi d'avoir l'occasion de vous expliquer un peu, de vous donner quelques clés. Hein. Je ne prétends pas tout savoir et vous donner l'alpha et l'oméga des relations internationales et de la situation mondiale, mais vous donner quelques clés de compréhension pour que vous puissiez maturer votre avis. Alors, pour revenir à l'Ukraine, la question qu'on me pose tout le temps, c'est est-ce que vous avez été surpris ? Et ma réponse, c'est à la fois surpris, mais pas surpris. Je vous explique. J'ai été surpris,
J'avoue que je ne m'attendais pas à ce que Poutine envahisse l'Ukraine de cette façon, avec autant de... Enfin, pour avoir visiblement au départ ce qu'on appelle des buts de guerre, des objectifs aussi ambitieux. Je ne pensais pas qu'il allait vouloir faire tomber le gouvernement et récupérer finalement l'Ukraine, en quelque sorte, en mettant à la tête de l'Ukraine quelqu'un qui serait une marionnette aux ordres de Moscou. C'était visiblement le plan qu'il avait en tête. Ça, je ne le pensais pas. Je pensais qu'il allait récupérer ce qu'il avait déjà pris de facto, le Donbass, et pour en faire comme pour la Crimée, l'annexer, donc en quelque sorte faire un petit coup. D'ailleurs, j'observe que c'est ce que pensait un peu Biden, puisque Biden avait laissé entendre quelques semaines avant l'invasion que si c'était que ça, c'était pas bien grave et que c'était acceptable. Donc tout le monde pensait ça, mais en final, c'est pas ce qui s'est passé. Donc là, j'étais surpris. Mais par contre, et je reviens, j'ai pas été fondamentalement surpris que un pays, et notamment la Russie, mais ça aurait pu être un autre pays, emploie la force aussi violemment pour défendre ses intérêts, ou défendre ce qu'il perçoit comme étant ses intérêts. Ça, je ne suis pas surpris du tout, et il suffit de lire tout ce qu'on publie depuis 3 ans sur le site de la FMES, toutes les vidéos, les podcasts, toutes mes interventions, moi et celles de mes équipes. Tous les gens qui analysent avec honnêteté intellectuelle la situation du monde depuis 5-6 ans sont d'accord pour dire qu'on est dans un monde qui change complètement. Alors, quelques mots-clés pour comprendre le monde dans lequel on est. D'abord, le premier mot-clé, c'est fragmentation. On est dans un monde qui se fragmente. Nos sociétés se fragmentent, ça il suffit de le voir, puisqu'on a... par Internet, par les flux d'informations très diverses, etc., par des flux de gens, l'immigration, des populations très diverses aussi qui cohabitent, on est dans une situation où les sociétés de nos grands-parents, finalement, ressemblaient à celles de leurs grands-parents, qui elles-mêmes ressemblaient à celles de leurs grands-parents. C'est-à-dire, en gros, les gens étaient proches par cercle concentrique. On était proche de ses voisins, qui étaient un peu moins proches de leurs voisins, etc., etc. Mais globalement, il y avait une homogénéité culturelle, intellectuelle, qui n'existe plus. Voilà. Et notamment dans les sociétés ouvertes, comme les nôtres, celles qui sont ouvertes au flux de personnes et ouvertes au flux d'informations, d'idées. Aujourd'hui, pour la première fois, en France, en Europe, aux États-Unis et dans des pays comme ça, votre voisin de palier peut être dans un monde totalement différent de vous. Voilà. Il peut vivre comme s'il était à Alep ou à Raqqa, ou n'importe où d'ailleurs. Et ça, c'était inimaginable. Avant, votre voisin de palier, il était assez proche de vous, même si socialement, même si politiquement, même si culturellement, il était très différent. Il était quand même très proche parce que tout bêtement, la géographie avait un sens plus important qu'aujourd'hui. Donc, on a un monde qui se fragmente dans les sociétés, et notamment les sociétés ouvertes et les sociétés fragiles, celles où l'État est faible, ce qui est un sujet quand on parle de sociétés qui sont très fermées, comme des dictatures ou les quasi-dictatures, et parce qu'on est en fragilité, on pourra en revenir si vous voulez. Et le monde se fragmente également entre pays, entre sociétés. Et ça, c'est nouveau, parce que depuis 200 ans, au moins, et peut-être même depuis 500 ans, mais depuis 200 ans, il y avait un phénomène, une tendance lourde dans le monde, c'est une forme d'homogénéisation du monde autour d'un modèle qui est le modèle européen. Et c'est lié au fait que les Européens c'est les premiers à avoir inventé la machine à vapeur, donc l'énergie gratuite est beaucoup plus puissante que ce qu'on avait jusqu'à présent, et ça a été une révolution. On oublie, c'était il y a 200 ans, c'est pas si vieux que ça. C'était il y a 200 ans, c'était une révolution, la révolution industrielle, qui a donné aux Européens une puissance économique phénoménale, pas seulement économique, militaire, etc. Et du coup, elle a diffusé un mode de fonctionnement économique, sociétal, politique, intellectuel, culturel, dans le monde entier. Donc finalement, il y avait une forme d'européanisation du monde, et puis avec les États-Unis, on a appelé ça l'occidentalisation du monde, parce que les États-Unis, c'est pas tout à fait l'Europe, mais c'était l'Europe avec un facteur multiplicateur. Et cette occidentalisation du monde, elle a atteint en quelque sorte son apogée lorsque le dernier bastion qui s'opposait intellectuellement et culturellement et économiquement en matière de modèle à son modèle s'est effondré, c'était l'Union soviétique, et c'était dans les années 90. Et là, il y a eu une explosion, je reviendrai dessus,
Et donc tout le monde s'est dit, ça y est, il n'y a plus de débat, il y a un modèle, c'est le modèle économique, c'est le modèle occidental, fondé sur l'économie, d'abord et avant tout. L'économie, quand vous réglez les problèmes économiques, vous réglez tout. Voilà. Parce que les gens deviennent riches. Quand ils deviennent riches, eh ben, ils sont moins frustrés, il y a moins de tensions, et du coup, il y a moins de guerres. Et puis, comme ils cherchent à gagner de l'argent, ils ne cherchent pas à faire des bêtises, en quelque sorte. Et donc, finalement, si l'économie va, tout va. Bon. Eh ben, l'expérience montre que ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est les débuts des années 90. On est 30 ans après, et on voit que tout ça explose en plein vol. Ce modèle-là, d'abord, il ne fonctionne pas complètement. D'abord parce qu'il avait fait des impasses sur plein de choses. Le fait que la planète est limitée, donc les ressources sont limitées, que l'énergie, notamment, génère énormément de dégâts environnementaux, notamment le réchauffement. Donc il y avait ce problème-là. Mais au-delà de ça, les gens s'enrichissent, mais pas de la même vitesse. Donc, il y a des inégalités qui sont acceptables quand tout le monde est pauvre, à peu près, mais qui sont beaucoup moins acceptables quand il y a des grosses diversités de richesses. C'est vrai au sein des sociétés, mais c'est vrai entre pays, etc. Donc, il y a des tensions, finalement, elles explosent, alors qu'elles auraient dû diminuer d'après nos calculs, en quelque sorte. Et donc, finalement, il y a une forme de désoccidentalisation du monde. Voilà. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Le monde, aujourd'hui, ne rêve plus d'être occidental. Il n'est plus aussi fasciné qu'il était avant. Et ça change beaucoup de choses dans les logiciels intellectuels des gens. C'est vrai de l'autre côté de la Méditerranée. C'est vrai en Russie, c'est vrai en Chine, c'est vrai ailleurs. Ça ne veut pas dire que tout ce que les Occidentaux ont fait est rejeté en bloc, mais ça veut dire que le modèle global que nous proposons, il n'est plus attractif comme il l'a été pendant 200 ans. Il génère même de la tension. Et un troisième mot que je voudrais parler, donc il y avait fragmentation, désoccidentalisation, il y a ressentiment. Il faut comprendre que les Occidentaux, et notamment les Européens, suscitent un énorme ressentiment. Vous l'avez en Afrique, vous l'avez au Moyen-Orient, vous l'avez en Asie, vous l'avez en Chine, vous l'avez en Russie, vous l'avez beaucoup dans une grosse partie de l'humanité. Et ça, il faut le prendre en compte. Dernier point qui décrit le monde tel qu'il est, et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit, et tel qu'on pensait qu'il allait devenir. Le dernier point, c'est les rapports de force. Cette désoccidentalisation, l'occidentalisation, elle se portait sur des cultures européennes, j'allais dire héritées de 2000 ans de judéo-christianisme, portées par les Lumières, la recherche de la paix perpétuelle, l'universalisme, l'humanisme, l'être humain en tant que fin et non pas objet, ça c'est Kant, hein, c'est Kant, hein, et tout ça finalement imprègne, sans même la plupart des gens n'ont jamais lu Kant, la plupart des gens dans ce pays sont athées et donc se revendiquent pas du tout comme chrétiens, etc. Mais ils se rendent pas compte que le modèle dans lequel on vit, c'est un modèle qui est extrêmement marqué par ça. Et ben, ce modèle-là, il est rejeté en même temps que le reste, et donc le rapport à la force, l'emploi de la force, il est complètement assumé aujourd'hui, et je vais venir bien sûr à l'Ukraine, mais c'est une démonstration parfaite de l'emploi de la force complètement clair. Bon, je reviendrai dessus. Donc, vous voyez que je rétrécis la focale et je reviens progressivement sur le sujet qui nous intéresse. Le dernier point, c'est il y a une fragmentation, les puissances s'émancipent, donc il y a bien sûr la Chine, tout le monde en parle, les États-Unis, l'ancienne grande puissance, donc il y a la Chine et les États-Unis, et il y a la Russie, qui est une puissance qui a toujours existé, qui est une puissance extrêmement forte, qu'on avait tendance à considérer comme ridiculement faible parce qu'elle a le PIB de l'Espagne. Et ça, c'est l'idée encore que l'économie est tout. Mais l'économie n'est pas tout. La preuve, c'est que la Russie, qui a le PIB de l'Espagne, est une vraie puissance qui est capable d'en remontrer aux États-Unis dans plein de domaines, et à la Chine et à l'Europe, bien entendu, alors qu'elle est beaucoup moins riche que la France. Voilà, c'est comme ça. Donc ça veut dire que l'économie n'est pas tout, mais ça, vous avez compris que beaucoup de gens dans le monde l'ont compris. Même vous, en tant qu'acteur économique, vous le savez. Donc la Russie, elle revient avec un esprit de revanche. Et on pourra en reparler parce que c'est une des clés de compréhension de ce qui se passe. Mais elle revient en disant « j'ai une carte à jouer ». Il n'y a pas que le duo États-Unis-Chine. Non, il y a aussi la Russie qui s'intègre dans ce duo et qui considère qu'elle a sa carte à jouer. Alors, elle véhicule, alors pendant longtemps,
et elle s'orientait plutôt vers l'Europe. C'était la phase d'occidentalisation, hein, et notamment après les années 90, donc cette espèce de grande aspiration. Mais cette phase maintenant est en repli, désoccidentalisation. Son modèle à elle, c'est un modèle qu'elle appelle eurasiatique, c'est-à-dire le modèle de l'Europe centrale, de l'Asie, du Caucase. Donc j'aurais pu, si vous le souhaitez, je pourrais sortir une carte tout à l'heure, mais je laisserai du temps pour les questions et éventuellement je pourrais vous en parler. Et là, ça a fait appel à une conception intellectuelle qui avait été pensée au 19e siècle déjà, hein, donc ils ne sont pas tout à fait nouveaux, qui était partie, qui avait été effacée par l'occidentalisation du monde et qui revient très fortement et qui sont un logiciel intellectuel qui explique le monde dans lequel la Russie veut vivre. Alors, ça c'est le cadre général. Surpris, mais finalement pas tellement surpris. Et maintenant, comment on en est arrivé là? Pourquoi l'Ukraine maintenant? Pourquoi la Russie et l'Ukraine? Alors, je reviens sur l'idée de base. De toute façon, les rapports de force éternels ont toujours existé. Les gens qui veulent acquérir des choses par la force, ça a toujours existé dans l'humanité. Mais c'est vrai que depuis 200 ans, c'est plutôt mal porté par les Européens, mais ça ne les a pas empêchés de faire des guerres mondiales très meurtrières, mais toujours en disant « ah là là, c'est horrible », alors que pendant des siècles, la guerre en soi n'était pas considérée comme horrible, c'était juste une activité humaine comme les autres. Hein, on pouvait faire du business et on pouvait faire la guerre, voilà, et c'était comme ça. Bon, avec depuis les guerres napoléoniennes, depuis le milieu du 19e siècle, progressivement, les gens se sont dit il faut mieux faire autre chose. C'est ça que Kant, hein, la Société des Nations, le nom, le label, c'est inventé par Kant. Hein, donc c'est le début du 19e. Et après la première et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, les Européens qui étaient au cœur de ces guerres très meurtrières, en plus c'était les plus riches qui avaient le plus de moyens, donc les guerres, elles ont très vite été encore plus meurtrières qu'avant. Donc, on s'est dit, là, il faut arrêter. Et donc, on a véhiculé cette espèce de rejet de la guerre. On pourra en reparler parce que vous avez compris que c'est rejet de la guerre, mais ça ne nous a pas empêché de faire des guerres. Et notamment quand on était sûr de ne pas prendre un coup dans la figure. Donc, quand on est fort, on a un peu la gâchette facile vis-à-vis de ceux qui sont plus faibles que vous quand ils ne peuvent pas. Donc, ça aussi, ça a un peu certainement participé à la décrédibilisation de l'Occident, la décrédibilisation morale. Quand vous voulez avoir une posture morale et que vous n'êtes pas à la hauteur de votre posture morale, vous suscitez beaucoup de ressentiments et ça participe de l'équation. Donc après je reviens aux années 90 parce que c'est clé. Chute du mur, l'Union soviétique s'effondre. Tout le monde veut rejoindre l'Europe, tout le monde veut devenir européen, tout le monde. Et donc l'obsession à l'époque, c'était, d'exception pour les Occidentaux, c'était comment faire pour faire venir le mieux possible les Européens dans un modèle européen sans que ça devienne le chaos. Tout le monde était d'ailleurs très étonné de l'effondrement aussi rapide de l'Union soviétique. Je ne sais pas pour ceux qui ont vécu ça comme adultes, c'était la surprise générale. Personne ne s'attendait à ce que l'Union soviétique s'effondre de l'intérieur comme ça. Le système était complètement vermoulu et en fait, il y avait une telle attente, une telle envie de devenir européen que voilà. Sauf que la première caractérisation de tout ça, ça a été la guerre dans les Balkans, où on s'est rendu compte que la Yougoslavie, qui était un pays qui abritait plusieurs nations, a explosé en plein vol et en quelques semaines, dans les débuts des années 90, vous avez eu des dizaines de milliers de morts, avec des charniers, avec des enfants qu'on massacrait, des trucs les Européens étaient complètement pétrifiés. D'ailleurs, incidemment, ils étaient tellement pétrifiés qu'ils n'ont même pas réussi à intervenir pour arrêter les massacres, qu'on a envoyé des gens avec des casques bleus qui n'avaient pas le droit de se servir de leurs armes. Donc, si vous vous rappelez pour ceux qui s'en souviennent, des casques bleus français qui étaient accrochés à des barrières sans défense, ils ne s'étaient même pas défendus. Parce qu'on était tellement dans un logiciel où l'emploi de la force était absurde. Donc ça, c'est ma génération en tant qu'officier. Moi, à ce moment-là, j'avais 3 galons dans la marine. Donc je me rappelle très bien de cette affaire-là. Les Européens avaient intellectuellement complètement évacué tout ce qui était guerre, violence, etc. Et d'ailleurs, c'est les Américains qui ont assuré la paix en Bosnie, lorsqu'ils sont arrivés, finalement, à travers l'OTAN. Donc, c'était en 94. Mais ce qui a finalement remis l'OTAN en selle et remis les Américains en Europe, alors qu'à cette époque-là, leur idée, c'était quand même
progressivement de se désengager parce qu'eux étaient dans le business. Et ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on dit les Américains sont dans l'Europe, ils tirent les ficelles, etc. Mais il faut comprendre que les Américains sont arrivés en Europe parce que les Européens étaient incapables de se défendre eux-mêmes, y compris pour mettre de l'ordre dans l'ex-Yougoslavie. Donc, c'était en Bosnie. Donc, on a eu la Bosnie. Avant, on avait eu le Koweït. Mais le Koweït, c'était très intéressant parce que c'était justement une guerre, on peut dire post-historique, une guerre d'un nouveau monde. C'est comme ça que l'avait appelé le Bush père. C'était le New World Order, c'est-à-dire un pays envahit un autre. C'était l'Irak qui envahissait le Koweït. L'ONU, dans son intégralité, a voté que c'était pas bien et qu'il fallait, en quelque sorte, rendre sa liberté au Koweït. Une opération multinationale portée par les Américains, bien sûr, se fait. Il rend le Koweït à ses citoyens. Il arrête là. Il n'a pas été jusqu'à Bagdad. Il n'a pas fait tomber Saddam Hussein. C'était 91. Les Russes étaient tout à fait d'accord. Et tout le monde s'est dit, alors là, franchement, si c'est ça le nouveau monde, c'est génial. Finalement, l'ONU devient le gouvernement mondial et les armées, et notamment les Américains, deviennent le policier du monde. Bon, ça n'a pas duré très très longtemps. La Bosnie est arrivée. Et au début, d'ailleurs, la Bosnie, les Russes étaient encore partie prenante. Moi, la première opération de Bosnie que j'y étais à ce moment-là, c'est l'IFOR qui a remplacé la FOR-PRONU, la force des Nations Unies qui avait été incapable de maintenir la paix. L'IFOR, l'opération de l'OTAN, est arrivée. Les Russes participaient à la marge, parce qu'ils étaient pas en état de mettre beaucoup de soldats, mais pour le principe, ils étaient partie prenante. Et là, on a finalement tiré d'ailleurs pas tant de coups de feu que ça parce que la guerre civile s'est arrêtée très vite dès qu'on a mis des vrais soldats prêts à se défendre et prêts à tirer. Donc on a tué quelques miliciens serbes notamment et ils se sont tout de suite calmés. Mais après, il y a eu cette espèce, on appelle ça d'hubris, d'emportement en disant finalement on peut tout faire quoi. On peut tout faire. Et vous vous rappelez, donc à ce moment-là, il y a eu l'élargissement de l'OTAN, mais l'élargissement de l'OTAN, tout le monde dit maintenant, mais c'est horrible vis-à-vis des Russes. Mais en fait, tous les pays voulaient rentrer dans l'Union européenne et l'OTAN, et notamment les pays d'Europe centrale, qui regardaient quand même les Russes en disant, ils sont gentils pour l'instant, mais est-ce que c'est pas parce qu'ils sont faibles? Quand ils vont devenir forts, qu'est-ce qui va devenir? Comment ils vont tourner? Donc il y a eu ces élargissements successifs de l'OTAN, qui s'est fait assez naturellement finalement, à tel point que la Russie a envisagé à un moment de rentrer dans l'OTAN, ce qui aurait été très intelligent, ce qui ne s'est pas fait. Parce que c'est probablement une des erreurs qui explique la situation actuelle, mais par manque de leadership. En fait, une fois encore, les gens, ils s'intéressaient au business. La géopolitique, c'était un truc de vieux. La Russie était très faible. Elle voulait rentrer dans l'OTAN, mais il y avait des gens, évidemment, notamment les Polonais, les pays baltes, qui n'étaient pas très chauds, parce qu'ils disaient, ils sont quand même gros, les Russes. Il y avait aussi pas mal de gens, encore aux États-Unis, qui avaient connu la guerre froide et qui se méfiaient des Russes. Madeleine Albright, qui vient de mourir, elle était secrétaire d'État de Clinton, elle était tchécoslovaque. Donc elle avait pas nécessairement un très bon souvenir des Russes. Bon bref, ça s'est pas fait. Et les Français à l'époque, je peux vous dire, parce que moi j'étais à ce moment-là petit capitaine de frégate à l'état-major des armées m'occupant de ces dossiers-là, les Français étaient en cohabitation et donc personne ne prenait aucune décision et donc finalement, alors que les Russes étaient venus frapper chez nous en disant vous avez une position intéressante dans l'OTAN parce que vous n'êtes pas dans la chaîne militaire mais vous êtes membre de la chaîne politique et cette position nous intéresse pour nous les Russes. Donc ils avaient frappé et nous si on avait eu à l'époque un chef d'État qui avait une vision, une posture et la capacité de prendre des risques, on aurait pu être la caisse de résonance de ça. Mais bon, ça s'est pas fait. Donc à la place, on a fait le Conseil OTAN-Russie. Et une fois encore, aujourd'hui, on dit c'est horrible, mais les Russes eux-mêmes ne savaient pas trop où ils voulaient aller. Donc c'était plutôt satisfaisant. Il y a eu le fameux mémorandum de Budapest, parce qu'il y avait d'abord l'Union soviétique, puis l'Union soviétique s'est cassée elle-même. Et après, c'était qu'est-ce qu'on fait de ces armes nucléaires qui étaient partout dispersées en Ukraine, en Biélorussie, au Kazakhstan. Alors là, tout le monde disait, si le nucléaire se part partout, tous ces pays ont accepté de rendre leurs armes à la Russie en échange du fait que tout le monde était d'accord pour dire qu'on ne touchait pas à leurs frontières. Et ça s'appelle le mémorandum de Budapest, c'était signé à Budapest, par les anciens pays de l'Union soviétique qui avaient des armes, donc la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine et le Kazakhstan,
Et puis les Américains qui étaient les rois du pétrole et les Anglais qui avaient réussi à gagner la place de fidèle second des Américains. Donc voilà, ils ont signé cet accord pour dire on ne touche pas aux frontières de ces pays. Et la Russie l'a signé, c'est en 94. Hein. Donc c'est pour vous dire que les choses n'allaient pas si mal, je reviens donc en 2000, les Russes ont demandé à rentrer en l'OTAN en 2000-2001 et puis on n'a pas été capable de répondre. On a créé le Conseil OTAN-Russie à ce moment-là, en 2002. Il y a eu la guerre d'Afghanistan et les Russes ont aidé l'OTAN à travailler en Afghanistan. Vous voyez, donc les choses n'étaient pas aussi catastrophiques que ça. Quand même, plus le temps passait et moins les Américains ont pris de gants. Il y a eu le 11 septembre, qui a quand même changé complètement la donne intellectuelle des États-Unis. Et là, les États-Unis se sont sentis comme les rois les plus forts du monde, à qui on avait fait un mauvais coup. Et donc, il y a eu cette espèce j'allais dire, de politique plus brutale des Américains, qui a probablement eu un impact. D'abord, qui ont eu un impact parce qu'ils ont fait 2 grandes guerres dans les années 2000 qui ont abouti à des échecs. Ils ont fait l'Afghanistan et l'Irak. Donc, ils y ont été à l'américaine, c'est-à-dire assez violemment. 2, autant pour l'Afghanistan, au moins au début, ils avaient un mandat de l'ONU, l'Irak, c'était pas le cas. 3, ils se sont plantés. Et donc, vous perdez sur tous les tableaux, quoi. Vous êtes brutal, vous demandez autorisation à personne, et en plus, vous prenez les pieds dans le tapis. Donc, vous sortez pas de là en très bonne posture. J'ai oublié un point important dans cette démarche, c'est 99, la guerre du Kosovo, où déjà là pour le coup, c'est la première fois qu'il y a eu et c'était avant Bush, donc ça prouve bien que c'était du temps de Clinton, donc ça prouve bien que c'était dans l'esprit américain. Vous vous rappelez de la guerre du Kosovo, il y avait des massacres. Attendez, les Serbes n'étaient pas des gentils, hein. Ils étaient en train de massacrer les Albanais qui étaient au Kosovo, qui appartenaient à la Serbie, mais qui étaient majoritaires et qui voulaient prendre leur indépendance, etc. Et les autorités serbes, et Milosevic notamment, étaient assez brutales dans la répression des Albanais. Mais malheureusement, ça arrive dans plein d'endroits. Et là, les Américains ont dit bon, on va y aller, on fait la guerre, et il n'y a pas eu de les Russes là ont commencé à mettre un veto en disant vous allez un peu vite, puis vous n'êtes pas là, ça commençait à se crisper un peu, et l'OTAN a quand même bombardé la Serbie pour qu'ils lâchent le Kosovo, ce qu'ils ont fait à la fin. Et là, ça a été une première entaille où là les gens, un certain nombre de gens autour ont dit là les Américains ils appliquent la loi quand ça les arrange, mais quand ça les arrange pas, ils le font pas, et les Européens suivent, y compris les Français qui au départ étaient contre. Et y compris les Espagnols qui étaient contre, tous ceux qui avaient des minorités chez eux, alors pas les Français, mais les Espagnols qui ont les Basques et les Catalans, ils n'étaient pas très chauds qu'on commence à dire on peut faire une indépendance régionale comme ça d'une région. Et malgré tout, tout le monde a suivi le plus fort. Donc voilà, 99, première entaille. 2003, l'Irak, deuxième entaille, il n'y a pas eu de résolution guerre, et en plus, échec derrière. Ça a abouti en 2007. Donc Poutine, il prend le pouvoir en 2000, vous voyez, il arrive en 2000. Donc lui, il rentre dans cette logique à ce moment-là, où ça commence à se crisper. Et en 2007, il a fait un grand discours à Munich, lors d'un colloque qui a lieu chaque année à Munich, où il a dit, en gros, vous voulez la guerre froide, vous allez l'avoir. Et là, il a commencé à passer sur un autre mode. Et en 2008, il envahit la Géorgie, enfin, il envahit. Oui, il organise le truc un peu comme pour l'Ukraine, paf, paf, il envahit la Géorgie, personne ne dit rien. Et là, vous avez une espèce de balancier, l'homme fort, enfin, la puissance forte, qui soi-disant au départ dit je vais donner la règle du jeu. Déjà, elle n'applique pas la règle qu'elle applique, enfin qu'elle annonce, donc déjà, premier truc. Deuxièmement, elle se plante, donc elle n'est pas si forte que ça. Du coup, à côté, des puissances commencent à dire moi, après tout, il n'y a pas de raison que moi aussi, j'applique pas mes propres règles et j'ai pas trop peur. J'ai de moins en moins peur. Et là, la Géorgie, c'est un petit coup, mais personne n'a rien dit. Donc, ils ont pris un petit bout de la Géorgie qu'ils ont annexé, enfin, qu'ils n'ont pas annexé, ils leur ont donné l'indépendance avec des soldats, des militaires, et puis personne n'a réagi. En même temps, de l'autre côté du globe, la Chine, elle suit tout ça. Elle commence par faire du business, parce qu'elle veut s'enrichir, rattraper la technologie, piller la technologie à droite à gauche. On la rentre à l'OMC parce que tout le monde encore dans la logique, le commerce c'est très gentil. Les Russes sont un peu cons, c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore compris que le commerce va tout régler. Mais bientôt ils comprendront, ils arrêteront d'envahir leurs voisins. Mais les Chinois, eux, plus discrets, ils font du business.
ils s'enrichissent, ils prennent de la technologie occidentale, ils rentrent dans l'OMC. Alors là, c'est la porte ouverte parce que là, il n'y avait plus de barrières, donc c'était pour eux un grand coup. C'est en 2001, 2000-2001. Et puis, ils observent tout ça. Ils observent tout ça. Et 2011, il y a la Libye. Là aussi, on est rentré en Libye pour aider les Libyens qui se faisaient bombarder par Kadhafi. Mais en finale, on a demandé l'autorisation à personne. Et surtout, on a arraché un mandat de l'ONU pour arrêter les bombardements de Kadhafi, mais pas pour tuer Kadhafi et pour remplacer son gouvernement. Et là, les Russes sont encore montés d'un cran en disant vous nous avez manipulés. Surtout qu'on les avait convaincus de voter, de ne pas s'opposer à la résolution de l'ONU qui autorisait de stopper les bombardements de Kadhafi. Et il dit là vous allez beaucoup trop loin. Pendant ce temps-là, donc tous les pays arabes, c'est la révolution, qu'on appelle la révolution arabe. Là encore, les Occidentaux convaincus que c'est un mai 68 arabe parce que tout le monde veut devenir un gentil Européen. En fait, pas du tout. Hein. Les islamistes ont pris le pouvoir la plupart du temps. Et en Syrie, ça tourne mal. Et en Syrie, Bachar bombarde sa population. Obama met une ligne rouge en disant si vous bombardez avec des produits chimiques, ça va très mal se passer. Il bombarde avec des produits chimiques, il se passe rien. Et là, tout le monde se regarde dans le monde international en disant bon ça y est, les États-Unis sont plus ce qu'ils étaient, les Européens sont toujours aussi absents, donc c'est l'occasion d'être libre. Et à ce moment-là, les Chinois commencent à récupérer la mer de Chine du Sud. C'est tout bête, hein, ils fabriquent des îles artificielles, puis à chaque fois ils disent, vous voyez, ça c'est un territoire à moi, et hop, ils mettent des eaux territoriales, une zone économique exclusive, et puis ils font ça un peu partout, et ils récupèrent, et puis personne ne dit rien. Et en 2014, un an après la ligne rouge d'Obama, c'était 2013, en 2014, les Russes prennent la Crimée, annexent la Crimée en 24 heures, et se débrouillent pour faire des mouvements dans le Donbass, pour récupérer de facto une partie du Donbass. Et voilà finalement, les choses continuent. Et finalement, entre 2014 et maintenant, les choses se sont stabilisées, tout le monde se regarde, tout le monde observe les réactions des uns des autres. On voit bien qu'avec Trump, mais c'était vrai avec Obama avant, hein, et Biden également, les Américains ne veulent plus faire la guerre comme ils le voulaient avant. Alors à la limite, c'est plutôt une bonne chose parce qu'ils la faisaient un peu n'importe comment, pour n'importe quoi. Mais ils ont beaucoup plus de mal à s'engager en quelque sorte. Donc ils sont obligés de choisir leurs ennemis. Ils font une grosse, fixation, à juste titre d'ailleurs, hein, sur la Chine qui est leur challenger numéro 1. Et là, Poutine se dit, moi j'ai un espace. Il l'utilise déjà, on l'a vu au Mali, hein, de facto il est en train de mettre la France et les Européens dehors. Il a un peu joué en Libye, et là il la joue en Biélorussie. Il a quand même considérablement aidé le gouvernement à mater la partie de l'opposition qui était très occidentale et qui voulait s'occidentaliser. Et là, il a voulu faire la même chose en Ukraine, mais il est tombé sur un hic. C'est qu'à la différence de tout ce qui s'est passé avant, là, c'est la population ukrainienne qui a dit « mais nous, on ne veut plus revenir chez les Russes ». Notamment, la grosse partie de la population, entre 25 et 30% de population, qui est complètement russophone, donc qui parle russe, qui est de culture russe, qui a des cousins en Russie, parce que tout ça, ça date… L'Union soviétique, c'était il y a 30 ans. Donc les gens de ma génération, ils avaient 30 ans quand tout ça s'est séparé. Donc ils avaient de la famille. Il y a des liens très très forts. Mais malgré tout, les Russes d'Ukraine disent « je préfère mourir que de repasser sous la dictature de Poutine ». Tellement ils ont goûté entre-temps de la démocratie, ils ont goûté de notre modèle. Et ce qui me fait dire, vous voyez, il y a une désoccidentalisation du monde. Notre modèle n'est plus aussi fascine moins qu'avant. Ils ont un vrai… c'est une vraie question qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre le monde comme il est. Il faut accepter de voir quels sont nos défauts, mais en même temps, il faut réaliser qu'il y a des gens qui sont en train de mourir, et c'est pas virtuel, c'est tous les jours, pour essayer de maintenir une organisation sociétale, politique, qui est la nôtre, qui est celle qu'on trouve qu'en Europe
et aux États-Unis, que en Occident, que dans les démocraties. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui développent ça. Et eux, ils sont prêts à mourir pour ça. Et ça, personne ne l'avait anticipé. Je pense ni les Américains, ni les Européens, ni les Russes. Mais là, les Ukrainiens l'ont montré. Et je finis, pour laisser du temps aux questions, qu'est-ce qui se joue là? Il se joue, vous l'avez compris, une nouvelle recomposition du monde, avec les États-Unis, la Chine, la Russie, ça on sait bien que ces gens-là seront, mais pas mal d'autres pays qui eux se disent, après tout, moi je suis pas aussi gros, mais j'ai des intérêts à défendre. La Turquie, typiquement, c'est un pays qui prend sa place de plus en plus dans la Méditerranée, un peu au Moyen-Orient, un peu dans le Caucase et un peu en Europe. Hein. Il y a une diaspora turque extrêmement efficace et il défend ses intérêts. Mais il y a d'autres pays, les Émirats, Israël, il y a plein de pays qui s'émancipent en fait, d'un patron en quelque sorte, pour dire moi je défends mes intérêts et je les défends avec mes valeurs, avec mon jugement de valeur, et je ne demande pas aux autres leur avis. Et s'il faut faire un rapport de force, je le fais. Ça ne veut pas dire la guerre totale, c'est des rapports de force. J'utilise un peu l'économie, un peu les médias, les attaques cyber, un peu de démonstration, et puis de temps en temps, je vais cogner, et puis on verra bien si le type en face, si le pays en face est capable de riposter. Et là, il y a un challenge pour les Européens. Et les Européens, c'est ceux qui sont le plus avancés, dans la fin de l'histoire, dans un autre monde, dans un autre modèle. Et ils doivent se réveiller en quelque sorte dans un monde qui n'était pas du tout le monde qu'ils avaient prévu. Et alors qu'on est très fort, on est encore extrêmement riche, on est encore technologiquement extrêmement avancé, on est en finale très fort, on a un mode de fonctionnement qui globalement est un des meilleurs du monde, et les gens, même ceux qui ne nous aiment pas, le reconnaissent, alors qu'il est très décrié en interne. La seule chose, c'est qu'il y a, à mon avis, deux défauts majeurs dans la culture européenne. Le premier, c'est l'absence de lucidité, la difficulté à voir le monde comme il est et non pas comme on voudrait qu'il soit, donc, que nos grands-parents ont connu dans notre de guerre, vis-à-vis d'Hitler. La difficulté qu'on a à se dire, oui, il faut prendre le monde comme il est. Et le deuxième, qui est un petit côté un peu gosse de riche, j'allais dire, la tentation de cracher dans notre propre soupe, alors qu'elle est très bonne, c'est une des meilleures du monde, et on arrive à dire ah ouais mais elle est pas bonne, pas assez salée, c'est nul, c'est beaucoup mieux ailleurs, alors que évidemment c'est rarement beaucoup mieux ailleurs. Il suffit de se balader dans le monde pour se rendre compte qu'on a beaucoup de chance de vivre dans le pays dans lequel et dans le continent dans lequel on vit. Et donc quand on n'a pas ces deux forces, on peut avoir du mal à le défendre. Et je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui que les Européens, et notamment les Français, prennent conscience à la fois de leur vulnérabilité, de la chance qu'ils ont de vivre là où ils sont, et qu'il va falloir maintenant, comme nos grands-parents l'ont fait, et nos arrière-grands-parents et les gens avant nous, apprendre à se serrer un peu la ceinture, parce qu'un modèle, ça se défend pas tout seul. Surtout quand vous êtes la proie de plus en plus de monde autour de nous. Voilà ce que je voulais vous dire, et je suis prêt à répondre à vos questions. Alors tout d'abord, Amiral, merci beaucoup pour cette présentation ô combien complexe, mais merci de l'avoir synthétisé pour tout le monde. Alors, une question vraiment sur le sujet que vous avez évoqué concernant l'accord de paix Minsk II. Est-ce qu'on aurait pu le faire respecter et surtout, est-ce qu'il est en partie à l'origine du conflit actuel? Alors, l'accord de paix de Minsk, celui-là, comme celui, parce qu'il y a un autre accord de paix de Minsk pour le Haut-Karabakh et l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et c'est exactement la même chose. C'est signé par les Français, par les Allemands. Alors l'autre, il est signé par les Anglais, les Américains, mais peu importe. Les Occidentaux ont signé des accords avec les Russes, avec des acteurs. Et en fait, un accord, ça vaut ce que vous lui attribuez comme valeur. Et dans cette vie, dans le nouveau monde dans lequel on est, si on ne veut pas se battre, si on croit en rien, si notre confort passe avant tout le reste, les gens ils croient plus en votre parole. Donc oui, il y a un accord, il y a des accords qui ont été signés, et les Européens s'en sont complètement délaissés en disant écoutez, débrouillez-vous, nous de toute façon on a signé ça pour faire joli et pour être sur la photo, mais c'est pas notre affaire. Alors dans le cas précis, ce qu'on entend très souvent, c'est les Russes sont furieux
parce que l'accord de Minsk n'a pas été respecté, parce qu'en fait, les Ukrainiens devaient organiser une sorte de décentralisation et d'autonomie du Donbass qui avait été enlevée. Et c'est pour ça qu'ils ont envahi l'Ukraine. Alors, le deuxième partie de la phrase, à mon avis, est complètement fausse. À mon avis, c'est pas pour ça qu'ils ont envahi l'Ukraine. Ils ont envahi l'Ukraine, Poutine a envahi l'Ukraine parce que, un, il pense que c'est bon pour son pays, deux, il pense que personne ne se défendra et que c'est un fruit mûr, et trois, ça, politiquement pour lui, alors qu'il a des problèmes économiques, il serre un peu les boulons et qu'il a une opposition quand même minoritaire, mais qui est quand même très active, c'est un moyen de resserrer tout le monde derrière lui. Donc, en fait, il y voit que des intérêts. Et il pense que c'est très simple. Donc, Minsk ou pas Minsk, il envahit l'Ukraine, il aura envahi l'Ukraine de la même façon. De la même façon que l'argument de l'OTAN nous enserre et va nous envahir et nous menace, c'est absolument pas recevable. L'OTAN n'attaquera jamais la Russie, ça n'a jamais été prévu pour ça. Les pays qui ont demandé à rallier, c'est pas l'OTAN qui s'est étendu, c'est les pays qui ont demandé à être protégés par l'OTAN. Et l'histoire leur montre que si l'Ukraine avait été rentrée dans l'OTAN en 2008, elle n'aurait pas été envahie. Ça, c'est sûr. Parce que là, il y aura eu des rangées de défense antimissiles américains, de Patriot et de missiles SM-1 et SM-3 un peu partout le long de la frontière. Il n'y a pas un avion russe qui aurait survolé la frontière ukrainienne et donc il ne pourrait pas bombarder Mariupol comme ils le font aujourd'hui. Donc, ça prouve bien que cet argument ne tient pas. En revanche, tout ce que je vous ai dit sur le fait que il y a certainement eu quelque chose de raté dans l'intégration de la société russe et donc des élites russes dans le modèle occidental, ça c'est sûr. Ça, on l'a raté. Et dans le cas de Minsk, dernier point, l'accord de Minsk qui a été signé, franchement, vous seriez ukrainien, vous l'auriez comme ça. Parce qu'on vous prend l'Alsace et la Lorraine, après avoir chassé la moitié de la population, parce qu'en gros c'est ça, y compris ils étaient tous russophones, donc ils auraient dû applaudir et adorer être envahis par les Russes, puisqu'ils étaient russophones et soi-disant ils étaient maltraités par les ukrainophones. C'est ce que disent les Russes. Alors, ils ont envahi l'Alsace et la Lorraine, ils ont chassé la moitié de la population, ils ont mis des soldats à eux, et ils bombardent régulièrement de l'autre côté de la frontière. Et l'accord de Minsk, c'est en gros, vous leur donnez l'indépendance, une quasi-indépendance. Donc vous êtes ukrainien, surtout quand vous avez été chassé de votre pays, vous l'avez très, très, très mauvaise. Et c'est, voilà. Et donc, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils meurent tous. Les Ukrainiens russophones sont en train de se battre comme des chiens jusqu'à mourir pour récupérer et pour pas lâcher un centimètre de leur pays face aux Russes, qui soi-disant sont là pour les sauver. C'est juste une invention intellectuelle complète. Ce qui est d'ailleurs a surpris tout le monde, c'est que en fait, depuis la Crimée, depuis 2014, en 8 ans, ce qui était un pays encore en train de se construire est devenu une vraie nation avec un vrai pays. Et là, c'est le test ultime, puisque est-ce que vous êtes prêt à mourir pour votre pays? Merci. Alors, je vais essayer de regrouper parce qu'il y a plusieurs questions qui se rejoignent. On va prendre un peu plus de survol. Actuellement, il y a d'autres conflits, notamment en Arménie et au Yémen. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'est pas présent? Voilà. Quel est votre regard sur ce point-là? Alors, d'abord, il y a des conflits partout dans le monde. Et la question, c'est de savoir pourquoi on n'est pas présent partout. C'est justement ce qu'on faisait dans les années 90. On se disait, on est les maîtres du monde, hein, c'est nous qui faisons la loi et on va à droite, à gauche, etc. Et on va en Afghanistan pour essayer de transformer l'Afghanistan en France, vous voyez, en petit Européen. En réalité, les Afghans, ils ont chassé les Américains il n'y a pas si longtemps, les derniers soldats. Les talibans, ils n'ont pas tiré un coup de feu. Ils n'ont pas tiré un coup de feu. Ils sont rentrés dans Kaboul. Personne n'a rien dit. Il n'y a pas eu une résistance comme en Ukraine. Alors, il y en a qui ont voulu quitter le pays parce que c'est plus sympa de faire du... il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, mais ils ne se sont pas battus, ceux qui n'étaient pas d'accord. Donc, aujourd'hui, les femmes sont voilées en Afghanistan, elles sont très maltraitées, etc. Mais enfin, visiblement, leurs frères, leurs pères, leurs petits amis, ils ne se battent pas pour les défendre. Et ils ne sont pas prêts à mourir pour les défendre. Donc, à cette question, je crois qu'il faut accepter que le monde n'est pas un monde de bisounours, que les gens se battent, que la violence est intrinsèque à l'être humain, qu'on peut le regretter, on peut essayer de faire plein de choses pour que ça n'arrive pas, que ça soit le moins grave possible, mais on ne peut pas porter à bout de bras la sécurité du monde, parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, ça marche pendant quelques mois, et au bout de quelques mois, les gens disent mais de quoi vous mêlez-vous? De quoi vous mêlez-vous? C'est les mêmes
qui, quand on était en Afghanistan, il y a encore quelques mois, je ne suis pas rond, les Français n'y étaient plus, parce qu'on est parti depuis un moment, et à mon avis, on avait plutôt bien fait. Mais quand les Américains, les Allemands, les Anglais étaient encore à Kaboul, essayaient de développer plein de choses, tout le monde disait, mais c'est du néocolonialisme. Ce qui n'était pas faux, d'ailleurs. C'était tenter d'imposer un modèle occidental à un pays qui ne l'est pas. Donc, ils sont partis, et maintenant, souvent les mêmes nous disent, regardez, les pauvres Afghanes, c'est un scandaleux, c'est une dictature. Mais on le savait que ce serait une dictature. On le savait que ça serait une dictature. Et pourquoi on n'est pas resté? Pas parce qu'ils ne voulaient pas de nous. D'ailleurs, ils ne se sont pas battus à nos côtés pour qu'on reste. Donc, c'est l'ambiguïté, la schizophrénie de l'être humain. Il veut toujours le beurre et l'argent du beurre. À la fois, il veut que vous veniez l'aider, mais quand vous êtes là pour l'aider, il vous dit foutez le camp. Rappelez-vous en France, dans les années 60, 15 ans après la guerre seulement, 15 ans c'est énorme, mais c'est pas tant que ça, US Gaume, une grosse partie de la population française voulait que les Américains quittent la France. Et quand le général de Gaulle quitte l'OTAN en 66, tous les états-majors américains qui étaient à Paris, puisque l'OTAN était à Paris, dans la banlieue parisienne, ils sont partis en quelques semaines. Ça a été effroyable. C'était d'une brutalité. On les a foutus dehors et tous les Français ont applaudi. Or, là, beaucoup de ces gens-là, notamment les militaires, avaient débarqué en Normandie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. L'humanité, elle veut des choses contradictoires. Elle veut être à chaque fois riche, prospère, mais en même temps, elle ne veut pas être embêtée par les gens de l'extérieur. Alors l'Arménie quand même m'interroge beaucoup parce que l'Arménie normalement fait partie du Conseil de l'Europe. Est-ce qu'il n'y aurait pas un soutien à apporter auprès de ce pays? Vous avez raison. Alors, vous avez compris, plus on se rapproche de nous, plus ça a du sens de s'impliquer. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on est proche culturellement, parce qu'on a une histoire un peu commune, parce qu'on partage un certain nombre de... La preuve, les Ukrainiens, franchement, ils ne sont pas dans l'Union européenne, mais les Ukrainiens qui viennent ici, ils n'ont pas de mal à rentrer, à part le fait qu'ils ne parlent pas la langue, leur mode de vie est assez proche de celui des Français. Donc plus on se rapproche, d'abord, plus on est proche culturellement. Et donc plus ça a de sens de s'intéresser. Deuxièmement, plus nos enjeux sont proches, c'est-à-dire que c'est sûr que si l'Ukraine devient une dictature, j'aimerais pas être roumain, quoi, ou polonais, ou slovaque, parce que là ils ont une frontière et ça serait assez compliqué. Et l'Arménie, vous avez raison. D'abord, il y a beaucoup d'Arméniens en France, il y a des liens de longue date, etc. C'est un pays en fragilité. Il est fragile parce qu'il est, lui, pour le coup, opposé à des pays qui sont d'une autre culture, qui sont l'Azerbaïdjan, la Turquie, et ils sont en confrontation depuis des siècles. Parce que ça aussi, c'est un point important, c'est la notion d'histoire. Nous, on a désappris l'histoire dans notre pays, en Europe occidentale, parce qu'on s'est dit, l'histoire, ça rappelle les mauvais souvenirs, et finalement, si on veut faire la paix avec son voisin, notamment les Allemands, il faut oublier un peu. Et en fait, d'abord, je ne crois pas que ce soit une bonne méthode, parce que ce n'est pas par l'oubli qu'on pardonne et qu'on réussit à construire quelque chose de sérieux. C'est vrai entre les gens. C'est pas parce que quand quelqu'un vous a fait un vraiment de sale coup, lui pardonner, c'est mieux que oublier. Eh bien, l'oubli, c'est pas en soi, à mon avis, quelque chose de positif sur lequel on peut construire. Mais en revanche, il faut savoir aussi qu'autour de nous, les gens, ils n'oublient pas du tout. Et qu'un Turc, il connaît par cœur le traité de Lausanne, le traité de Sèvres. Les Chinois, ils connaissent par cœur la guerre de l'opium du 19e siècle. Les petits-enfants, ils l'apprennent à l'école. Et les Français, ils savent absolument pas ce que c'est, mais ils ont en face d'eux des gens qui ont une construction historique. Demandez à un Algérien, il vous racontera la guerre d'Algérie, ils doivent complètement fantasmer. Les Français, c'est des nazis. La guerre a été effroyable. Elle a été effroyable comme toutes les guerres. Mais les Français se sont comportés comme des nazis. C'est ce qu'apprennent les jeunes Algériens à l'école. Bon, les Français, ils ne savent même pas comment ça s'est passé, puisqu'on a décidé d'oublier et de ne pas en parler. Parce qu'on s'est dit, moins on en parle, mieux ça sera. Du coup, on peut pas. C'est difficile de discuter avec quelqu'un qui a une construction intellectuelle et mentale complètement différente de vous. Bon, ça, c'est un aparté pour expliquer pourquoi. Il y a des choses qu'on ne comprend pas entre les Arméniens et les Azerbaïdjans. On pourrait se dire, après tout, ils n'ont qu'à faire du business ensemble et tout le monde sera heureux. Mais non. C'est des gens qui véhiculent une histoire, une culture, des modes de vie, des rapports qui sont assez antagonistes. Et les Arméniens, donc, sont en grosse difficulté. Alors là, la difficulté, le paradoxe dans ce jeu, c'est qu'on est un peu à front renversé avec la Russie, puisque l'Arménie est plutôt la Russie est plutôt en soutien de l'Arménie, même si elle a aussi une très grosse influence et un soutien
en Azerbaïdjan, elle joue sur les deux tableaux et elle peut jouer, pour le coup, le rôle d'un arbitre que nous, on a beaucoup de mal à faire. Parce que nous, dans ces cas-là, on serait assez partisans, normalement, plutôt du côté arménien. Pour la Russie, c'est plus simple. En revanche, il y a un pays que vous n'avez pas cité, mais qu'il faut avoir dans le collimateur, c'est la Géorgie. Donc, il y a deux parties de la Géorgie, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie qui ont été récupérés, qui ont pris leur indépendance avec le soutien de la Russie en 2008. Et là, j'ai entendu dire que Poutine avait proposé à l'Ossétie du Sud et aux deux pays, d'ailleurs aux deux enclaves, de rentrer dans la Russie, dans la Fédération de Russie. Donc c'est une véritable annexion. Alors je ne sais pas comment ça va se finir, mais c'est à surveiller, parce que c'est ça qu'il a en tête, Poutine. C'est récupérer une Russie qui soit à peu près dans le périmètre de l'Union soviétique. C'était ça qu'il avait en tête. Il ira peut-être pas au bout, parce que c'est plus compliqué que prévu, mais voilà des rapports. Ça ne veut pas dire que nous, on doit... Enfin, c'est très compliqué. Est-ce qu'on considère que c'est vital qu'il ne le fasse pas? Premier point. Si on considère que c'est pas bien, mais pas vital, comment on peut faire pour l'empêcher sans que ça soit une guerre totale? Et en même temps, où mettre une vraie limite pour pas qu'il ait faim, parce que l'appétit vient en mangeant quand même, hein, pour pas qu'il aille trop loin. Et je pense que nous devons regarder un petit peu ce qui s'est passé en 39 avec un regard différent quand même, en 38-39. Parce qu'on ne peut pas porter un jugement en disant ces gens-là ont été des lâches. Vous connaissez la phrase de Churchill. Ils ont préféré la lâcheté pour leur sécurité, et ils auront à la fois la lâcheté, donc ils seront l'indignité et la guerre. Et donc ils ont perdu sur tous les tableaux. Alors c'est facile, nous on dit ça en regardant l'histoire, mais aujourd'hui on a quand même des situations auxquelles on est confronté, qui font référence à ça. Je ne dis pas que c'est tout à fait la même chose, mais il y a des moments où il va falloir apprendre à serrer la ceinture, à serrer les dents et éventuellement aller se battre, parce qu'on considérera que si on ne le fait pas, non seulement on sera indigne, mais en plus, notre sécurité sera en jeu. Alors, l'heure tourne et je sais que vous avez des contraintes horaires. Peut-être une dernière question. Alors, je sais bien que vous n'avez pas la boule de cristal, mais votre vision sur les semaines à venir par rapport à la situation actuelle. Alors, vous l'avez raison. Moi, d'abord, grosse prudence. Je commence par dire, beaucoup de gens se trompent et c'est normal. C'est pas faire insulte aux gens qui se trompent. C'est très difficile d'anticiper. Donc, je vais vous donner quelques idées avec énormément de modestie dans ce domaine. Vraiment, je pense qu'il faut être extrêmement modeste parce qu'il y a beaucoup d'humains derrière. D'abord, ça commence comme ça. Et les Ukrainiens nous ont montré qu'ils avaient une capacité de se battre, une résilience, comme on dit, mais le mot est un peu abstrait, un courage, tout bêtement, une volonté, une cohésion, une unité absolument exceptionnelle qu'on n'a pas vu ni en Syrie, ni en Afghanistan, ni au Sahel. Vous voyez, c'est des pays où les gens, ils partent sur les routes, ils fuient. Là, les hommes, ils restent se battre. Il n'y a pas de migrants ukrainiens en France. Il y a que des femmes et des enfants et des vieillards. Ils sont tous en train de se battre et dans des conditions effroyables. Donc, je pense que ça doit nous rendre humbles d'abord et admiratifs d'une certaine façon. Et en plus, ça montre que c'est très difficile de prédire les choses. C'est pas mathématique. En revanche, il y a quand même un rapport de force qui est très disproportionné. On a un énorme pays qui se bat chez l'autre. Donc, il n'y a pas un coup de fusil en Russie. Donc, vous êtes de l'autre côté de la frontière, vous êtes en Russie dans votre petite maison, vous regardez la télé tous les soirs et vous allez jouer au foot le mercredi après-midi avec vos enfants. Ils vont au club de foot et le week-end, vous allez au pique-niquer. Et 40 km plus loin, vous avez Kharkov qui est sous les bombes, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, Brest pouvait être sous les bombes. Voilà. Donc, c'est quand même assez déséquilibré. Il y a un pays qui est en paix complète et qui va bombarder son voisin tous les jours, presque en totale impunité. Donc, il y a quand même un rouleau compresseur qui est en marche et qui me fait dire que ma question, c'est plus une question qu'autre chose. Est-ce que le courage et les armes légères qu'on passe aux Ukrainiens, à la résistance ukrainienne, suffira face à ce rouleau compresseur? C'est très compliqué. Mais une chose est sûre, les Russes peuvent gagner en finale. Mariupol, qui est le port qui est un des derniers ports tenus avec encore plusieurs centaines de milliers de gens, hein, sous les bombes depuis presque un mois, et qui tiennent encore bon. C'est juste incroyable. Mariupol peut tomber, mais en finale, je pense que dans la tête
des Ukrainiens qui auront soumis les bombes, ça s'oubliera pas. Et dans la durée, eh ben, ce sera des forces d'occupation qui vont arriver, à moins qu'ils arrivent à chasser tout le monde, à chasser tous ceux qui étaient là et à faire un nettoyage ethnique en quelque sorte complet, comme ça s'est fait après la Deuxième Guerre mondiale, et puis faire venir des Russes de Russie ou du Donbass, enfin les quelques-uns qui étaient restés, et les faire passer. Mais je pense que ceux qui ont fait un mois, qui ont vu leur famille mourir sous les bombes russes, ça m'étonnerait qu'il faudra beaucoup de temps avant qu'ils oublient et qu'ils acceptent de cohabiter, de collaborer en quelque sorte avec les occupants. Mais malheureusement, on peut arriver à ce scénario-là. C'est vrai aussi à Kharkov, qui est quand même une Kharkiv, grosse ville qui est tout à fait près de la frontière, un peu plus nord, au nord du Donbass. C'est malheureusement des villes importantes qui peuvent tomber. Et la question, c'est une fois qu'on arrive à une espèce de statu quo de paix, est-ce que une fois que la paix est restaurée, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça peut durer? Donc, vous voyez, je réponds plus par des interrogations que par des choses très formelles. Mais mon message, c'est qu'il faut réaliser que ce monde-là n'est pas une anomalie et après on va revenir comme avant. Je ne crois pas. Personnellement, je ne le crois pas. Je crois que je finirai ma fin de ma vie dans ce monde-là, et le monde qu'a connu mon grand-père et mon arrière-grand-père. Je pense que nos enfants doivent se réhabituer à vivre dans un monde où il faut se battre un peu pour vivre. Mais ce n'est pas nécessairement la guerre mondiale, c'est pas nécessairement la fin du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que réapprendre à savoir qui on est, qu'est-ce que ça veut dire qu'être européen, qu'être français? C'est quoi la démocratie? C'est quoi? Est-ce qu'on est prêt à mourir pour ça? Est-ce qu'on accepte de vivre dans une dictature, de nous imposer nos comportements, simplement juste pour survivre? Ou est-ce qu'on accepte de défendre un modèle et se donner les moyens de les défendre, peut-être en serrant un peu la ceinture sur le plan économique, en se serrant les coudes, en étant plus en cohésion, et quelquefois en prenant des risques pour sa propre vie. Moi, je suis militaire, un ancien militaire, donc pour moi, ces questions, je me les suis posées il y a maintenant plusieurs décennies. Donc ma réponse, je l'ai en moi, et je pense que vous l'avez compris. Mais je pense que c'est une question que doivent se poser tous les Européens. Et je vais vous dire, je suis assez confiant. Parce qu'on est un pays, et regardez les Allemands, d'ailleurs, sont en train de basculer, de percoler. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des jeunes Français pendant presque 40 ans, issus de tous les milieux, Et vous savez, vous rentrez dans l'armée souvent par hasard. Hein, c'est pas des gens qui ont été sélectionnés parce qu'ils étaient fanatiques et ils voulaient risquer leur vie coûte que coûte. Et ce qui m'a frappé, moi, pendant ces 40 ans, c'est que du bac-5 au bac+8, pour peu que les gens soient dans un système cohérent, qui comprennent les enjeux, qui ait une exemplarité d'ailleurs de leurs chefs, des élites, ils arrivent à se serrer les coudes et à avoir des comportements admirables. Et finalement très proches de ceux qu'on observe actuellement en Ukraine. Et une fois encore, l'Ukraine, c'est un pays tout jeune, avec des populations qui n'étaient pas nécessairement très copines il y a encore 30 ans, et qui en l'espace de 30 ans, et notamment les 10 dernières années, se sont progressivement, ont créé une nation. Ils ont fait une nation sous nos yeux. Et à la fois, c'est admiratif. Moi, je suis très admiratif, personnellement, je ne m'en cache pas. Et deuxièmement, je pense que ça nous donne d'abord de l'espoir, parce que je pense que nous, on part quand même avec un acquis. Et on a largement les ressources pour devenir un pays qui reste démocratique, qui défend ses valeurs, qui soit bienveillant avec ses voisins, qui fasse preuve de générosité, parce qu'on ne peut pas aussi croire qu'on va maintenir notre modèle tout seul, entouré de gens pour qui ça serait la misère et la guerre. Et vous voyez, on ne peut pas vivre dans un îlot de prospérité, dans un monde qui serait effroyable autour de nous. Donc il y a aussi de l'intelligence du cœur, en quelque sorte, vis-à-vis de nos voisins. Mais on a une fois encore la culture, l'éducation, le système politique et social, et à mon avis tout ce qu'il faut humainement pour finalement sortir enrichi de cette période. Mais une chose est sûre, à mon avis, on ne reviendra pas en arrière. C'est-à-dire que la vie que nos enfants vont mener ne sera pas la vie que nous avons menée. Ça, c'est sûr. Et c'est peut-être pas si mal. Amiral, merci. On va conclure sur cette note d'optimisme en espérant que les choses s'améliorent. Je vous remercie. Je sais que vous avez des contraintes horaires. En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous cette analyse géopolitique. L'UPV vous donne rendez-vous pour la prochaine mode conférence qui aura lieu mardi 12 avril sur un tout autre sujet, puisqu'on parlera de
vraiment du quotidien avec les problématiques, l'élargissement de la A57 aux abords de Toulon avec Vinci Autoroute. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci à tous.